la première question, s'il vous plaît. Les micros. Un micro là, un micro là. Je sais que c'est toujours difficile la première, toujours difficile quand on sort du film. Monsieur. Est-ce que vous êtes inspiré de faits réels? Est-ce que je me suis inspiré de faits réels? Non, pas du tout. C'est complètement fictionné. Il n'y a pas d'histoire réelle au départ, il n'y a même pas un cas particulier. Non, c'est vraiment très très fictionné. Bon, alors il va falloir être gentil avec moi et poser des questions. Monsieur, s'il vous plaît. Il m'a dit, là. Voilà. Sinon, on le fait sans micro, si vous avez la voix. On peut essayer. Vous faites remarquer dans le dossier de presse que le vocabulaire attaché à cette pathologie est extrêmement proche du vocabulaire du cinéma. Est-ce que c'est si étonnant? Non, c'est pas du tout étonnant. C'est vrai que les gens qui vivent une sensation de déréalité, quand ils racontent leurs problèmes, leur décalage par rapport au monde, effectivement, uniquement le vocabulaire cinématographique. C'est-à-dire souvent les gens disent « j'ai l'impression d'être un acteur, ou au contraire un spectateur de ma vie, j'ai l'impression que ma vie est un film, j'ai l'impression que les gens sont comme décalés ». Enfin, tout le vocabulaire est un vocabulaire cinématographique, excusez-moi. Et je trouvais ça justement intéressant de voir que les gens qui vivent une sensation de décollement par rapport à la réalité, au fond, se rattachent au cinéma pour exprimer leur mal. Donc je trouve que c'était un parallèle intéressant. Vous êtes très sage. Bonsoir. Pour rebondir sur, c'est une question pour Mathieu, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous-même, Mathieu, vous avez vécu ce rôle comme une mise en abîme de l'acteur? On pose souvent cette question et je suis désolé de vous dire que non. Parce que, quand on joue un rôle, on joue le rôle de quelqu'un. Si cette personne est pompier, on joue le rôle d'un pompier. Si cette personne est un imitateur, on joue le rôle d'un imitateur. Donc il n'y a pas vraiment de mise en abîme. Tu joues pas le rôle que joue le rôle que la personne imite. Tu joues le personnage. Donc il n'y avait pas de mise en abîme. C'était pas, on se parlait pas en disant alors tu joues le personnage qui imite l'autre personnage. Non, tu joues un personnage. Donc il n'y a pas cette mise en abîme. La mise en abîme, elle peut être par rapport à la question du monsieur qui est sur le fait que, par exemple, si j'avais été un acteur vraiment dédié à mon art, qui ne fait que ça, ça serait intéressant de poser la question à un acteur, est-ce que ce rôle est une mise en abîme par rapport à sa vie à lui? C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus heureux à jouer des personnages ou est-ce qu'il est plus heureux dans sa propre vie? C'est la seule mise en abîme que je pourrais voir. Une question pour Mathieu. Vous êtes à l'affiche aussi... On est deux Mathieu, donc il faut préciser. Pardon, question. Vous êtes aussi à l'affiche, enfin quasiment en même temps, de La Vie Sauvage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait dire oui à un projet? Sur ces deux-là, ce qui était intéressant, c'est bon, le projet de Mathieu et d'Alexandre était quelque chose à côté duquel je ne pouvais pas passer vraiment parce que le scénario était très étonnant et pour un cinéaste, ça donne envie de faire partie d'un tel projet. Le film de Cédric Kahn, c'était intéressant, c'est que c'était l'opposé complet. C'était un tournage complètement différent, qui est plus proche du cinéma réaliste de la nouvelle vague. Et j'ai enchaîné vraiment les deux. On a tourné un mois en été pour le film de Cannes. J'ai terminé un vendredi, j'ai commencé avec eux un lundi. On a tourné pendant 3 mois et demi et j'ai terminé un vendredi. J'ai recommencé en hiver pour faire la suite du film de Cannes dont ils avaient un mois de tournage en hiver. Donc c'était intéressant quand j'ai vu les deux et l'opposé des deux. Je me suis dit, tant qu'à se lancer vraiment dans un film où je devais souffrir à être la marionnette de l'un, je me suis dit au moins essayons de s'amuser à travailler sur des domaines complètement différents. Donc j'ai pris le film de Cannes aussi parce que j'avais pris leur film et que ça m'intéressait de passer d'un vendredi à lundi à 2 trucs complètement différents et à 2 styles de cinéma complètement différents. Justement, c'est intéressant, le personnage part avec un passé assez inexistant, il n'a aucun lien avec sa famille, il est d'ailleurs
très intéressamment, il s'améliore en fait dans ses imitations au fur et à mesure, son sens moral se construit, il se projette dans le futur. Comment est-ce que vous avez envisagé ça à la fois dans le jeu et dans la réalisation de cette évolution du personnage? En fait, il y a deux questions dans la question. C'est-à-dire qu'il y a comment... Non, mais je vais essayer de faire deux réponses. Il y a la construction du personnage. Quand on a commencé à écrire avec Alexandre, on s'est beaucoup posé la question de savoir si le personnage devait avoir un traumatisme initial, quelque chose qui expliquerait le pourquoi de son comportement. Et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup discuté, et on ne tenait pas à ce qu'il y ait une explication pourquoi il est comme ça. C'est-à-dire que moi je trouve que le problème quand vous résumez la névrose de quelqu'un, un incident en particulier, je trouve que c'est hyper réducteur. Je trouve que c'est beaucoup plus fort, parce que même si la biographie, si on est tous les enfants de nos parents, d'une construction, d'une éducation, je trouve que c'est extrêmement réducteur de résumer ça. On ne se résume pas à sa biographie, c'est pas parce que vous avez grandi dans un milieu ou dans un truc que vous êtes forcément comme ça. Et donc on s'est beaucoup posé la question et on trouvait que c'était plus intéressant de ne pas donner de clés pour que la projection, l'empathie soit la plus forte sur le personnage. Et après, il y a la deuxième question qui est la construction du personnage dans le film. L'idée, c'était de raconter un film à la première personne sur quelqu'un qui n'a l'impression d'être personne, et de construire en fait le film autour de ce personnage de la même manière que lui-même envisage son rapport aux autres. C'est-à-dire que on commence le film comme spectateur, on regarde ce personnage, on se demande qui il est, on l'observe, on l'examine, on se demande un peu qui il est, est-ce qu'il a des mauvaises intentions, des bonnes intentions. On essaie d'en faire le tour, progressivement on comprend un peu quel est son fonctionnement, et je pense à ce moment-là que l'empathie naît pour lui, et jusqu'à épouser son point de vue, et j'espère, en tout cas c'était l'un des paris du film, qu'on ait envie qu'il poursuive son chemin et qu'on ait envie qu'il imite les gens, qu'on ait envie qu'il suive cette voie. Donc en fait, on a essayé de faire la même chose que le personnage quand il observe les gens, essaie de les comprendre, essaie de les analyser en les suivant, en observant comment ils sont, et petit à petit, essayer de les habiter, de les imiter, et après de revivre ce qu'ils vivent, un peu comme le principe de l'empathie, c'est-à-dire de vivre ce que les gens vivent. On s'est dit, on va essayer en construction scénaristique de reprendre ce chemin. Non, je suis très d'accord avec ta réponse. Non, mais c'est vrai sur deux petites choses. Sur le départ, le traumatisme du personnage, c'était important pour nous parce que on a trouvé que la matière était très belle quand on a commencé à en parler, parce que c'était un sujet très intime qui nous renvoyait des choses sur à la fois l'extrême solitude et les fantasmes de vouloir devenir un autre, et de montrer le parcours de quelqu'un qui s'affranchit et qui va plus loin que le fantasme. Donc ne pas faire de traumatisme initial aussi, c'était de se renvoyer au fait qu'il y a un côté vertigineux quand il y a un mal-être de cet ordre-là, de ne pas en connaître l'origine. Et après, c'est vrai que quand on a commencé à travailler, on a travaillé avec la fin, on a eu la fin très tôt, et ça a été toujours, dans cette histoire qui est assez noire, l'histoire le parcours d'un personnage qui s'ouvre au monde. C'est-à-dire que ça a toujours été vécu, je pense, comme une histoire assez positive par rapport à ce personnage, et essayer d'emmener le spectateur jusqu'à coller à cette espèce de victoire par l'absurde qui est la sienne à la fin, et le fait qu'il aille jusqu'au bout et qu'on puisse faire corps au maximum avec lui dans sa folie qui prend une démarche positive pour nous. Il y a un point supplémentaire qui renvoie d'ailleurs à la première question qu'on nous a posée. Quand on a travaillé le personnage, quand on a travaillé l'histoire, on a énormément lu sur des cas cliniques, sur des gens qui vivent ce type de symptômes, ces gens qui traversent sur de choses. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que vous prenez des Jean-Claude Roman, il y a plein de personnages qu'on peut prendre un peu plus connus. C'est que quand vous regardez leur biographie, ils n'ont pas forcément un truc dans leur vie qui les a fait basculer. C'est souvent d'ailleurs des gens, dans les cas de psychanalyse qu'on a pu lire, c'est que vous avez beaucoup de gens qui en fait essaient d'être des enfants parfaits. Ils sont élevés par des parents, ils essaient de faire ce qu'il faut, ils essaient d'être l'image idéale que les parents veulent qu'ils soient. Et au fond, ils se construisent dans le regard de quelqu'un, et à force de vouloir être la personne qu'on veut qu'ils soient, petit à petit, ils oublient qui ils sont. C'est ce que raconte Gary, par exemple, quand il raconte son rapport à sa mère. Il disait, ma mère voulait que je sois ambassadeur, je suis devenu ambassadeur, elle voulait que j'écrive, j'ai écrit. J'ai au fond eu toutes les vies qu'elle voulait que j'aie. Et il y a un moment, je ne savais plus l'homme que je voulais être. Et donc c'est aussi pour ça qu'il a lui-même créé un double dans son écriture. Parce que, au fond, je dirais que la recherche du double est une recherche d'authenticité.
Et pour ajouter, c'est une question intéressante. Moi, je me souviens de la fois où on s'est vus tous les trois et ils m'ont posé la question, ils m'ont dit: est-ce que tu penses que pour travailler ton personnage, tu as besoin de comprendre pourquoi il est là et son passif? Et je crois que ça a duré 2 secondes. Personnellement, moi j'ai dit non. Et surtout parce que je pense que le film parle d'un sujet universel et que lui donner un passé structuré qui est très personnel fait que vous, spectateurs, que nous, spectateurs, on regarderait ce personnage en disant: d'accord, je comprends son traumatisme qui est dû à quelque chose de très spécifique qui n'est pas le mien. Laisser une coque vide sans explication fait que le spectateur peut s'intégrer et peut comprendre quel est son malaise sans avoir besoin de comprendre l'origine, puisque nous avons tous, c'est un film qui parle de notre place dans la société, notre place en nous-mêmes. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes pas heureux? Est-ce que nous voulons être quelqu'un d'autre? Est-ce que nous nous contentons de ce que nous avons? Est-ce que nous avons le courage de passer le pas? Et le fait de garder ça d'une manière plus traité comme une fable, parce que c'est pas un film extrêmement réaliste, c'est un film qui touche au réalisme mais qui reste quand même très universel, encore une fois, dans son sujet, parce que il n'est pas spécifique. Voilà. Et il y a une licence poétique qu'il faut accepter. Si on l'accepte, on peut trouver dans ce personnage des choses qui vous sont très personnelles, je pense. Enfin, moi, j'y ai trouvé, en tout cas. Et c'était aussi pour cette raison un élément supplémentaire, qui était que, par contre, on a souhaité que dans l'histoire, il ait une famille, c'est-à-dire qu'il ait une mère, qu'il ait une sœur, c'est-à-dire qu'il ne soit pas non plus complètement déconnecté, qu'il n'ait aucun lien avec son histoire, avec le passé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'était aussi une façon qu'on avait de montrer que, par exemple, quand il s'affranchit, quand il devient Henri de Montalt, il assiste à son propre enterrement et il voit sa mère qui est éplorée, il voit sa sœur. C'est aussi le fait de, quand vous changez de vie, vous ne pouvez pas changer de vie sans faire du mal à ceux qui vous entourent. Vous ne pouvez pas changer de cadre sans casser le cadre précédent. Il se trouve que là, il se fait passer pour mort et il va finalement, à la fin du film, assumer son meurtre symbolique. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que cette mère, cette sœur qui n'ont rien demandé, se retrouvent pris dans la peine pour des raisons qui les dépassent, parce qu'elles ne peuvent pas comprendre le geste du suicide dans un premier temps, ou elles ne pourraient pas comprendre sa démarche. Mais c'était... je dirais que chacun d'entre nous peut le ressentir. Je pense que chacun d'entre nous se pose à un moment ou un autre de son existence. Pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi j'ai cette vie plutôt qu'une autre? Pourquoi les autres? Comment font les autres pour être si heureux? Ils ont l'air de l'être si heureux, ça a l'air d'être si simple chez eux. Alors pour moi c'est un enfer. Pourquoi? Et c'est sur cette question-là qu'on a construit le scénario. J'ai un micro. Juste pour dire justement le personnage du début, Sébastien Nicolas, il choisit en fait comme modèle et comme personne à incarner une personne qui est vraiment pas heureuse, qui a dû être malheureuse toute sa vie, visiblement en tout cas, il n'a qu'une seule passion. Et comment on peut justifier ce choix de quelqu'un peut-être encore plus malheureux et de l'assumer encore plus, puisqu'il va même jusqu'à aller en prison et ça ferme la boucle, on va dire. Pourquoi? Il y a sans doute plusieurs parce que, mais je dirais que d'abord on trouvait intéressant que le personnage qui est malheureux dans sa vie et au fond il va prendre la vie d'un autre qu'il ne veut plus. Et je pense que c'est aussi sur la notion de fantasme, c'est-à-dire que je pense que c'est très dur de savoir ce que les autres pensent. Je pense qu'on a tous en nous une question existentielle qui est de se dire effectivement pourquoi je suis moi, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'une chose, qu'est-ce qui fait que j'ai envie, au fond quelle est ma petite musique intérieure, qu'est-ce qui fait que je suis spécifique. Je sais que tout le monde se pose cette question, chacun d'entre nous s'est forcément posé la question dans sa vie, donc c'est de se dire chacun se pose cette question, moi-même je me pose la question et quelle est la réponse que moi j'y apporte. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand vous êtes dans un questionnement et que vous regardez les autres, vous avez toujours une image fantasmagorique des autres, ou du moins fantasmée. On n'arrive pas à savoir, on connaît très peu, on a même quelqu'un qu'on connaît bien, on ne connaît pas son intériorité, on ne connaît pas sa vie de secret. Donc Sébastien Nicolas, la vision qu'il a dans Henri de Montalt, c'est pas forcément celle d'un homme triste. Il a l'impression que c'est un homme plein, il a l'impression que c'est un homme qui a une vie, qui a une existence forte, et au fond, lui, ce qui lui donne envie, c'est le fait que cet homme ait une vie, et il veut cette vie. Tout d'un coup, comme un acteur qui prendrait un rôle, tout d'un coup il est heureux dans ce rôle, il ne se pose pas la question de savoir si le personnage qu'il incarne est un personnage négatif ou positif. Il a l'impression que le personnage qu'il incarne est riche, et beaucoup plus riche que lui. Et ce qui est intéressant aussi sur les gens qui vivent cette névrose, il y a des blogs entiers
d'adolescents qui vivent ce genre de névrose, qui racontent. C'est des gens qui ont un haut niveau d'intellectualisation par rapport à ce qu'ils vivent. Ils disent j'ai l'impression que je suis comme ça, pourquoi les autres vivent ça? C'est-à-dire que c'est des gens qui se questionnent. Donc au fond, il a une vision, il a envie de cette vie, mais on trouvait aussi intéressant au scénario qu'il souhaite prendre la vie de gens, mais qui ne sont pas des gens extraordinaires, ou forcément des gens lumineux ou solaires. Ce qui les intéresse, c'est leur vie, en fait. Oui, et puis dans la construction du personnage d'Henri de Montal, je pense que c'est un agrégat aussi pour nous de personnages. Bon, c'est un peu un ogre, c'est un misanthrope, mais c'est aussi un personnage, moi, qui m'a fasciné à l'écriture et qui me fascine dans le film, et d'autant plus avec ce qu'on a fait Mathieu. Je veux dire, même si on retrouve le personnage au bord du ravin après un certain nombre d'échecs, c'est quelqu'un qui est quand même porteur de gloire, d'histoire, d'art, de musique, qui a une radicalité et qui, même s'il est dans le malheur, il est dans des sentiments exacerbés, tout ce que n'a pas Sébastien Nicolas. Donc c'est, je pense, quelqu'un qui est aussi fascinant par sa misanthropie et son rapport au monde, et aussi le fait qu'il, pour la première fois peut-être dans sa vie, il rencontre quelqu'un qui arrive à le lire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, il y a une connexion aussi entre eux sur le fait que la coquille vide dont parlait Mathieu, elle est lue par Henri de Montal, qui passe au-dessus de l'apparence de ce personnage de Sébastien Nicolas Immobilier, dont on peut se dire qu'il est aussi une création imaginaire du personnage de la cave. Donc ce lien entre les personnages, il se fait aussi dans leurs deux solitudes.